Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Etcheberry-Garay est avec nous, le président, cofondateur et directeur des investissements d'Elkano Asset Management. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Alexandre Attal d'être avec nous ce soir également. Bonsoir et bienvenue Alexandre. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la gestion multi-actif de Russell Investments en France et Grégoire Ginoux qui nous accompagne également. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant actions américaines chez Mansartis. Parlons des États-Unis, de la cote américaine et du thème de l'IA, bien sûr, Grégoire. Alors, je crois que la force du thème de l'IA n'est plus à démontrer. C'est donc peut-être le moment de s'intéresser aux fragilités éventuelles derrière ce thème de l'IA, avec beaucoup d'interrogations tous les jours qui font la une de la presse. Est-on dans une bulle? Est-ce que les montants dépensés seront un jour rentabilisés? Bref. Déjà, beaucoup de questionnements. Est-ce que ces questions sont légitimes à ce stade, Grégoire? Et comment est-ce qu'on peut essayer de répondre aux interrogations qui surgissent aujourd'hui? C'est une bonne question. En effet, l'idée d'une bulle est présente dans presque tous les esprits. Depuis septembre, l'élément un petit peu vraiment déclencheur, c'est la publication d'Oracle et l'annonce de méga contrats avec OpenAI, 300 milliards. Le jour où Oracle prend 30%, c'est exactement, ça? Et on redécouvre Larry Ellison, etc. Exactement. Le vieux monde revient. Modèle. Alors, faut saluer les efforts qui ont été faits par Oracle, mais ça a soulevé des interrogations sur le financement. En fait, jusqu'ici, on va dire que tous ces CAPEX, avec des chiffres déjà assez astronomiques, on était sur quelque chose comme 250 milliards là, cette année, mais étaient dépensés par des sociétés très riches qui avaient de la visibilité, qui les monétisaient. Et donc, on avait des interrogations sur la durabilité des modèles comme OpenAI et éventuellement de leur monétisation ultérieure, mais là, on est rentré dans un stade supérieur et ça ne fait que s'accélérer depuis avec d'autres annonces. Et puis, il y a cette idée aussi de cette musique qui monte je dirais, de financement circulaire un peu consanguin entre certains leaders de la technologie et les modèles et hyperscalers. Et je prends une participation, tu m'achètes des puces, je finance mes clients, je finance mon sous-traitant, voilà c'est. Et voilà, je crée la boîte carrément. On peut parler la boîte carrément. Pyramide de Ponzi, voilà, sans aller jusque là, ça suscite des interrogations. Et je pense que c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble parce que il y a des news toute la journée. Un jour, donc OpenAI signe avec Nvidia, donc on parle de 100 milliards avec une prise de participation. Puis quelques jours après, il va chez le concurrent AMD. Il a signé avec Microsoft, il va chez Oracle, il est passé par ici, il repassera par là. Il va en Asie avec les Coréens, avec les Japonais. Et donc, en fait, finalement, les inquiétudes se cristallisent beaucoup autour d'OpenAI. Évidemment, il y a le financement de beaucoup de startups d'IA sur lesquelles on n'a pas énormément d'informations puisqu'on est dans la sphère du non-coté. Et puis, on a des chiffres qui nous arrivent depuis un certain temps quand le patron d'NVIDIA parle à un moment, il parlait d'un trillion de dépenses d'infrastructures. On parle de 3-4 millions. McKinsey a publié une note un peu plus tôt dans l'année qui parlait de 5 000 milliards de dollars de CAPEX, de dépenses d'infrastructures à venir d'ici 2030. Donc en fait, c'est des chiffres quand on regarde, on est entre 10 et 15% du PIB américain. Donc c'est quand même, voilà, on nous parle de révolution industrielle, technologique, et en face, c'est certain que le modèle économique de l'IA, il reste encore un petit peu flou. Voilà. OpenAI est systémique là de ce point de vue-là, ça devient effectivement. Alors j'en parlais comme le roi Midas en début de semaine. C'est vrai que dès qu'OpenAI touche ou approche une entreprise, on voit le cours de bourse de cette entreprise s'envoler. Tout tourne beaucoup autour d'OpenAI dans la construction de cette architecture et de cette infrastructure d'IA. Il y a aussi ce marché à deux vitesses, c'est-à-dire que c'est pas. Alors, par exemple, si on compare avec des bulles des années 2000, c'est pas un secteur technologique qui s'enflamme. C'est au sein d'un secteur. Certains qui sont vus comme les gagnants, d'autres qui sont vus potentiellement comme les disruptés. Et ça peut changer en 3 à 6 mois. Donc voilà, il y a cette nervosité et donc il y a une bascule du marché vers celui qui est perçu comme embarqué, sauvé par OpenAI parce que partenaire et éventuellement l'autre qui sera le disrupté. Vraiment.
Partant de ce constat, Grégoire, et quand on est forcément investi sur le marché des actions américaines, puisque c'est votre job chez Mansartis, comment on navigue? On peut pas être absent du thème de l'IA, j'imagine, c'est incontournable et c'est un vrai thème structurant de moyen long terme. Et en même temps, ces risques commencent à remonter un peu à la surface. Je dirais, comme je disais, il faut essayer d'arriver à prendre un peu de hauteur et essayer d'avoir une vue d'ensemble et essayer de se dire que qu'est-ce qui est en train de se passer et est-ce que les chiffres qui arrivent sont à peu près cohérents. Ce qui n'est pas facile, c'est qu'on est dans je fais encore un parallèle avec les précédentes bulles, mais il y a de l'appétit pour les capitaux. Il n'y a pas beaucoup, il y a une certaine rareté en ce moment, parce qu'il n'y a pas énormément d'introductions en bourse. Les sociétés rachètent leurs actions. XCI de Musk, par exemple, va lever peut-être 20 milliards. Voilà. Mais quand Tesla levait 5 milliards en claquant des doigts, on se disait que c'était déjà incroyable. C'est une année de free cash flow pour une boîte comme Volkswagen. Là, XCI va pouvoir peut-être lever 20 milliards comme ça. Tout à fait, parce qu'il y a un optimisme très fort. Et cet optimisme, il est aussi lié au fait qu'il y a un soutien politique massif. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des plans gouvernementaux de soutien à l'Irak, il y a des plans aux infrastructures. Et il y a quand même toutes les entreprises de la tech sont optimistes vis-à-vis de l'IA. Et donc, il y a cette idée que ça va se décliner et que ça va aller probablement beaucoup plus vite qu'Internet. Internet a mis 20 ans à pénétrer, je veux dire. 30 ans. Voilà, on a une base installée quand même déjà par rapport. On a une base par rapport à l'aventure Internet des années 2000. Quand on regarde l'aventure Internet, même Netflix qui a mis une décennie à atteindre les 100 millions d'abonnés, OpenAI a mis moins de 3 ans à atteindre quasiment le milliard d'utilisateurs. Alors c'est pas des utilisateurs payés. Alors faut voir, oui, effectivement, voilà. Qui utilise et pourquoi. Il y a quand même cette idée, l'optimisme du marché, il est aussi lié au fait que on se dit que ça peut être monétisé rapidement. Voilà. Alexandre, d'un point de vue de gestion multi-asset, justement, comment vous regardez ce marché américain? Comment vous regardez le thème de l'IA? Est-ce qu'il y a un salut en dehors de l'IA pour ce marché américain? D'ailleurs, ça peut être une question. Mais déjà, le côté un peu hot, comment est-ce que vous le gérez? Comment on le pilote? Bon, le thème de l'IA, on peut pas l'écarter, hein, clairement. C'était très bien rappelé. C'est une lame de fond. Et effectivement, on le voit en termes de taux d'utilisation dans les entreprises. Il y a 2 ans, c'est 3% au global d'utilisation de l'IA parmi toutes les entreprises, tous secteurs confondus. Là, on est quasiment à 10%. Tous secteurs confondus, c'est-à-dire x3 en l'espace de 2 ans. Alors, ça peut paraître rien, 10%, mais ça laisse encore une très, très grande marge de progression, ce qui montre qu'il y a un véritable soutien en termes d'activité. Et en plus, c'est très disparate secteur par secteur. Dans les secteurs technologiques, de l'information, ou même les secteurs financiers, c'est entre 20 et 30% aujourd'hui d'utilisation de l'IA dans l'activité et dans la production. Un peu moins dans d'autres secteurs. Donc oui, c'est une vraie lame de fond. Pour nous, ça a été un phénomène de soutien sur notre investissements sur le marché américain. C'est pour ça qu'on était plutôt surpondéré depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ça nous a aidé, effectivement, à profiter de nos allocations, de la dynamique des marchés américains. Pauline l'a rappelé en introduction, on est au plus haut sur le Nasdaq, on est au plus haut sur le S&P 500. C'est tiré par un effet IA. Il y a d'autres éléments, la Fed, l'activité microéconomique, les résultats des entreprises. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un effort de bascule entre la consommation des ménages qui certes ralentit un petit peu aux États-Unis et les dépenses en investissement d'IA qui permettent de compenser le gain en croissance. Qui deviennent le principal moteur de la croissance américaine, au moins sur les quelques derniers mois ou trimestres. Sur les 6 derniers mois, 6-8 derniers mois, on est sur des vecteurs de soutien à la croissance très nouveaux. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'était très très dominé par les méga caps américaines il y a un an et demi. On parlait beaucoup d'NVIDIA, la capitalisation boursière et les très grandes large caps, d'où l'indice Nasdaq qui progressait. Et là, on le voit, ça se diffuse davantage avec les petites entreprises qui en profitent aussi. Et d'une certaine manière, ça a permis un regain de performance sur les petites et moyennes valeurs aux États-Unis qui ont très très bien performé sur les 3, 4, 5 derniers mois. Alors, la Fed a aidé également à apporter de la liquidité, à apporter un soutien, mais la diffusion de l'IA en termes de secteurs et de vecteurs de croissance est assez significative. Et pour ça permet quand même de déconcentrer un peu ces investissements, par exemple. C'est vrai que le thème Nasdaq était un thème très très fort en 2023-2024, l'est un petit peu moins en 2025, parce que finalement il y a des relais de croissance en dehors de la bulle techno, ou en tout cas en dehors des méga caps américaines sur le secteur technologique. Ça, c'est intéressant, effectivement, dans une logique de diversification des allocations que nous, on met en place dans nos portefeuilles. Ouais. Bon,
sur le thème de l'IA et notamment côté américain. Gilles, on est en 96 ou on est au 4e trimestre 99 là Si on prend juste les deals circulaires qu'on voit, moi ça me rappelle Chambers signant avec Sprint. Cisco et Sprint, l'opérateur télécom. Le fait que Cisco finançait Sprint et en décembre, Chambers Cisco annonce que la demande s'évapore. 99 2000. Oui, décembre 2000, que la demande s'évapore, qu'il y a un gel des embauches chez Cisco et voilà. Et Cisco qui était la première valeur mondiale à l'époque, qui je sais plus, mais qui avait été en mars, il disparaît. Aujourd'hui, le problème de l'IA, c'est pas le problème d'investissement, ils sont là. Mais on voit dans TSMC, on voit dans Nvidia, c'est le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires en comptant tout, y compris les calculs chez Microsoft. Oui, bien sûr. Et les 15 milliards de dollars. Personne ne gagne de l'argent avec l'IA, mis à part ceux qui vendent des GPU et de l'infrastructure. Et OpenIA qui signe des contrats pour dans 5 ans, qui fait gagner 300 milliards, c'est 150 milliards de besoins de free cash flow déclarés dans des publications amies, alors qu'ils ont besoin. On ne sait pas si OpenAI existera encore dans 5 ans. Et voilà, donc on est dans une spéculation effrénée. D'ailleurs, c'est peut-être pas le nouveau Google. Peut-être que le nouveau Google, il est encore ailleurs. Peut-être que c'est Google. L'IA, c'est le large langage modèle. Je pense qu'il y a une erreur fondamentale à la base, c'est que c'est des montages de langage, traduction. D'ailleurs, je vous dirais qui est le plus gros utilisateur de ChatGPT après. Et de l'autre côté, l'IA, c'est, on pense que c'est Skynet ou comment ça s'appelle dans Jarvis, qui fait tout au quotidien. Aujourd'hui, c'est le plus gros. Alors, le plus gros utilisateur, c'est Duolingo. D'accord. Duolingo est le plus gros utilisateur. Quoi. Oui, c'est une appli américaine de langue. Très connue, bien sûr. Et donc, qui travaille sur les langages. Ce qu'aujourd'hui, les LLM, c'est les langages et la traduction. D'ailleurs, on réembauche les traducteurs pour passer derrière les robots, mais les traducteurs sont au pain maigre depuis. Donc, le premier vrai usage d'une IA générative comme ChatGPT, c'est la traduction, quoi. L'IA générative n'existe pas, l'IA intelligente n'existe pas. Oui. C'est l'IA, aujourd'hui, c'est des larges langages, et c'est vrai que le plus gros utilisateur documenté, c'est Duolingo. Et qui, en fait, est une boîte extrêmement rentable, extrêmement intéressante, parce qu'eux, ils ont remplacé quasiment leurs producteurs par de l'IA. Mais c'est des gens qui font des cours d'échecs maintenant et de maths, mais à l'origine, c'est des gens qui font des cours de langue. Et donc, c'est vraiment le cœur de l'application. Et donc aujourd'hui, les 15 milliards ou 16 milliards de chiffre d'affaires de ChatGPT, c'est de 17 ou 18 milliards de pertes. C'est-à-dire qu'ils dépensent $2 chaque fois qu'ils en encaissent un ou un 6. Voilà. On ne sait pas quelle est la demande solvable. Sur les entreprises, il y a eu quand même, il y a une baisse cet été. Il y a eu un rapport du MIT qui montrait que les entreprises étaient en train de sortir, une grande partie désinvestisser le champ de l'IA. Ah bon? Ben oui, parce que un exemple tout con, c'est je ne sais plus quelle est cette chaîne de hamburgers. Je crois que c'est Wendy's avait mis des kiosques IA en grande pompe et ils les ont débranchés parce que ça marchait pas, c'était des travers. Ça coûtait trop cher parce qu'après il y avait une inférence à chaque fois. Donc Wendy's, la manière dont ils ont voulu utiliser l'IA en première intention, c'est pas avéré être la bonne. Non, et aujourd'hui on met tous les licenciements américains, on en reparlera sur le cours de l'IA, parce que c'est une explication facile. En fait, il y a un problème de demande sous-jacente. Et tout le monde met ça sur le compte de l'IA, ça permet d'être dans l'air du temps en disant... Donc il y a une forme d'aveuglement, y compris du point de vue macro. On a l'impression que tout va bien aux États-Unis, mais c'est parce qu'il y a, cet effort et ce push énorme sur l'IA qui masque aussi en partie le reste. Oui, et aujourd'hui, hier, l'ETF Meme Stock a été réanimé après avoir disparu en 22. Aujourd'hui, il y a eu 100 milliards de dollars d'investissement par les particuliers américains au cours d'un record en septembre. Aujourd'hui, on a une ruée vers l'IA pure et dure. Les 8, si on met Broadcom plus, c'est 66% du Nasdaq 100. Hein. La concentration augmente au fur et à mesure. Et la seule chose qui monte à côté, c'est les mêmes stocks. Les particuliers. Non rentables, quoi. Non rentables. Ouais. Et les plus shortés. Aujourd'hui, un des meilleurs indices à être long, c'est les valeurs les plus shortées par les professionnels. Ça fait mieux que l'IA. Ça fait mieux que l'IA. Voilà, donc on a une ruée des particuliers 100 milliards de dollars qui sont en train d'arracher tout sur le passage. Parce qu'ils pensent que la Fed est en train de débaser, en train de brader, donc c'est la ruée vers les actifs réels. Je veux dire, voilà, le problème est là. Les valeurs, faut un pari pascalien. Ça marche, on en est. Ça marche pas, tout le monde sera dans le même bateau. Voilà, et c'est là où aujourd'hui on en est probablement sur le marché américain. Grégoire, le marché américain, ça n'est pas que l'IA, c'est un marché vaste, large, profond. Évidemment, le premier marché du monde. Quand vous le regardez dans son ensemble, est-ce qu'il y a d'autres zones d'intérêt quand même? Est-ce qu'il n'y a pas que l'IA?
dans ce marché-là. Oui, puis en fait, même quand on regarde la contribution des investissements dans l'IA à l'économie, on l'évoquait, qui est très forte. Il y a une volonté politique de remettre l'énergie abondante pour être capable d'alimenter ces infrastructures. Parce que sans énergie abondante, et le problème macro que ça soulève, c'est que si les factures d'électricité augmentent trop fort parce que la demande est accaparée par l'IA, le consommateur américain pauvre qui votait Trump va commencer à se retrouver étranglé. Et donc, il y a cette logique de baisse de taux pour compenser aussi les effets de l'inflation, cette déréglementation pour accélérer ce cycle d'investissement. Et aujourd'hui, globalement, ce qu'on voit quand même, donc je sors un tout petit peu de cette partie IA, c'est que les entreprises américaines sont relativement riches, ont envie d'investir. La déréglementation fait que si vous voulez racheter votre concurrent, vous pouvez le faire rapidement. Si vous voulez construire une usine, construire des infrastructures, vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc la dynamique sous-jacente est pas si mauvaise que ça, même si on a quand même cette impression que le consommateur américain souffre des tarifs douaniers. Donc, ayant vu cela, il y a aussi d'autres secteurs qui sont moins regardés aujourd'hui. Je pense notamment dans la santé, même parfois dans la consommation. Il y a certains secteurs, il y a des arbitrages quand les marchés vont vraiment sur l'IA, ils en délaissent d'autres. Il y a tout ce qui sert, je dirais, cette réindustrialisation américaine. Donc il y a d'autres. Ça, c'est des thèmes intéressants. Secteurs, il y a des opportunités intéressantes pour vous aujourd'hui. Il y a du stock picking, et c'est vrai qu'avoir une approche équilibrée. Je pense qu'il faut garder, faut pas être dans le déni de l'IA, parce que je pense qu'il y a un vrai risque d'abaissement des attentes, notamment parce que vous avez évoqué le fait que, par exemple, OpenAI y aura du mal à monétiser, et en plus se retrouve avec des concurrents comme Google qui peuvent l'empêcher de monétiser avant un certain temps. Et donc on peut avoir des à-coups. Si je pense qu'à long terme, je ne sais pas, 10 ans, oui, il y a cette révolution qui va se diffuser. Voilà, les infrastructures vont être posées, elles seront utilisées un petit peu. Mais avant ça, il y aura des à-coups. Et avant ça, il y aura des à-coups, et donc c'est important d'avoir de diversifier. On a des opportunités de stock picking ailleurs. Sur la saison de publication qui commence, là, je ne sais pas s'il y a déjà des premiers signaux. Les boîtes américaines sont les spécialistes pour bien préparer le marché, bien préparer le consensus. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles particulières qui doivent ou nous rassurer ou nous alerter, Grégoire? Alors certaines étaient prudentes sur les tarifs douaniers. Ça commence à se diffuser dans l'économie. Et donc, il pourrait y avoir quelques surprises à certains niveaux, même si globalement, ce qui semble se passer, c'est que les entreprises encaissent et ensuite augmentent les prix progressivement. Donc, il peut y avoir quelques surprises, mais globalement, en fait, tout dépendra aussi, de la capacité, en effet, du consommateur. Mais globalement, le consommateur, si on enlève la classe la plus pauvre, connaît un effet richesse à des prix de l'énergie qui sont plutôt en baisse. Donc, il y a, a priori, je dirais que la saison de publication de résultats semble plutôt bien partie. Et les attentes ont été relevées. Le terrain est préparé pour une bonne saison de publication de résultats. D'accord avec ça, Alexandre ? Et la hausse des marchés renforce l'effet richesse des consommateurs. Le marché américain est au plus haut. Donc, effectivement, on continue à profiter de la bonne dynamique des cours. Donc oui, finalement des publications qui aujourd'hui pour le troisième trimestre qui vont commencer la semaine prochaine, un peu débuter cette semaine, mais vraiment le gros va débuter la semaine prochaine. Les analystes ont même revu à la hausse leurs propres anticipations, ce qui est relativement rare. On a souvent des analystes qui sont plutôt prudents, puis après les surprises arrivent. Et ils se réajustent une fois les publications effectuées. C'est ce qu'on a vu au Q2 par exemple. L'impact des tarifs douaniers avait été très très fortement surestimé par les analystes. Ils avaient été très très prudents et finalement on a eu des résultats qui ont surpris positivement. Effectivement, les tarifs douaniers n'avaient pas encore été mis en place. Alors que là, au troisième trimestre, une partie au moins des tarifs est mise en place. Depuis août, grosso modo, les tarifs sont en place. Mais le temps que ça se diffuse, et puis les entreprises ont quand même réussi à absorber une partie de ces premiers impacts des tarifs. Il n'y a pas pour l'instant d'inquiétude à avoir sur le résultat et on s'attend effectivement à ce qu'on soit autour des entre les 8 et 10% de croissance des bénéfices sur le troisième trimestre. Donc,
un secteur américain qui, oui, peut être un petit peu aveuglé par l'IA, mais qui derrière, il y a des relais de croissance et la notion de diversification, effectivement, est pour nous une valeur sûre, vraiment, de construction d'un portefeuille américain, même d'un portefeuille global sur les marchés actions. On reviendra sur les sources de diversification, que ce soit sur le marché américain ou en dehors des États-Unis, d'ailleurs, parce que beaucoup de marchés payent, tout paye aujourd'hui à peu près dans le monde. Gilles, sur la saison de publication de résultats, c'est pas encore une saison trop périlleuse, parce que c'est vrai qu'au Q2 il n'y avait pas de tarifs, les annonces étaient là, mais au Q3 pas encore vraiment. Il y a encore une trêve entre la Chine et les États-Unis, je crois. Enfin, on n'est pas encore en full tarif. Oui, et il y a deux choses, la macro et la micro. C'est pas la macro, il faut voir deux choses qui sont importantes pour comprendre le marché américain aujourd'hui. Un, Trump a infligé un choc d'offres au marché américain, à la fois avec l'immigration sur l'offre de travail et avec les tarifs sur les constructions d'usines. Il n'y a pas de demande de construction d'usines, parce qu'aujourd'hui, construire qui produit machines-outils dans le monde, c'est les Japonais et les Européens. Et donc, construire une usine devient encore plus cher. Ça devient encore plus cher. Donc, on a un choc d'offres. C'est plus rapide sur le papier, mais ça coûte plus cher. En théorie. Et s'il faut faire venir quand les Coréens viennent aider à régler les usines de batterie, ils finissent au trou, 400 ou 500 Coréens finissent au trou, ce qui n'améliore pas les choses pour... Ce qui n'incite pas, effectivement, à revenir. Voilà, à revenir et à accélérer et à aider à investir aux États-Unis. Donc, il y a un choc d'offres qui réduit d'1% à peu près la croissance espérée des États-Unis. Donc, ça veut dire déjà, là, comment on répond à ça? Normalement, il faut stimuler la demande, mais stimuler l'offre, mais c'est difficile, et on va peut-être répondre en baissant les taux, donc en stimulant la demande, ce qui plutôt inflationniste. Déséquilibre encore un peu plus. Déséquilibre encore plus la machine. Donc ça, c'est le premier point sur la macro. Deuxième point, on parlait de la consommation des ménages. Aujourd'hui, les 10% des Américains les plus riches représentent plus de 50% de la consommation globale finale. Les classes même moyennes sont en train de baisser en volume du fait de l'inflation. Aujourd'hui, pourquoi? On a un effet de richesse monumental depuis 2 ans. Je veux dire, c'est quelque chose qui est extrêmement fragile. Si on repart dans l'autre sens, la consommation américaine va se désintégrer d'un coup. La psychologie du consommateur des 10% peut très vite... On l'avait vu déjà en mai, on commençait les restaurants à New York, c'était anecdotique, commençaient à se vider au moment du rebond du marché. Il faudra, ça baissait que pendant un mois, mais si on est sur 2 ou 3 mois de baisse, ça sera plus problématique. Donc ça, c'est des choses à surveiller sur quelque part. Où est la conjoncture américaine? Est-ce qu'on est sur relance ou fragilité? Et pour les entreprises, alors? Et pour les entreprises, et c'est les 5-6. Il y a 3 risques. Il y a un, Tesla, qui est en lévitation par rapport... Alors, il va faire un bon trimestre, puisque on vient de supprimer les $7 500 de subvention. Donc, les gens qui voulaient acheter Tesla l'ont fait. C'est plutôt Q4 qui va être vraiment problématique derrière. Parce que bon, il a beau mentir tous les jours, il y a un moment où les mensonges vont finir par... encore sur les taxis, robotaxis. Les robotaxis Tesla, c'est un robotaxi parce qu'il y a un conducteur à gauche, à droite, c'est le passager et pas derrière le volant. Voilà, c'est la différence avec une voiture normale. Une voiture normale. Il y a Tesla qui est toujours un problème. Après, est-ce que un jour Nvidia fait un Chambers, fait un Cisco et annonce que c'est en dessous. Que finalement, elle ne demandait pas là. Voilà. Bon, hier soir, il disait qu'elle était encore... Non, mais là, je pense qu'à vu avec tout ce qui se passe, on est encore... Mais on se rapproche de plus en plus du trimestre de ça. Et après, c'est les hyperscalers, parce que eux aussi, Meta a rallongé l'amortissement des GPU de ça de 4 à 6 ans. Pour le moment, ils ont multiplié par 4 ou 5 les investissements, et par 1,5 les amortissements. C'est-à-dire que pour le moment, rien ne passe. D'accord. Rien ne passe dans le bilan. Ils reportent tout ça, quoi. Rien n'est passé dans le bilan. Ils espèrent que les revenus vont arriver avant que ça. Donc, le jour, il y a aussi du stock, quoi. Oui, mais surtout, il ne faut pas passer par le compte de résultat. Il y a un jour, ça ne vient pas passer par le compte de résultat. Et là, quelle sera la réaction de marché? Juste un dernier chiffre. Quand Zuckerberg Meta avait cramé 30 milliards pour le métaverse, le stock avait perdu 35%. Là, il a cramé 30 milliards sur l'IA, ça a gagné 35%. Est-ce que les mêmes effets feront les mêmes... On parle plus du métaverse, on continue de parler de l'IA. Oui, voilà. Donc, il y a un moment où ces dépenses vont finir par se voir. Et donc, il y aura un moment de vérité. Il y aura un moment. Ils espèrent qu'ils auront les revenus en face. Mais il est déjà temps de s'y préparer. Il faut déjà être très méfiant vis-à-vis de ces valeurs-là. Le problème, c'est que ça viendra avec Sinilo, quoi. C'est ça le. Compliqué à timer, impossible à timer. C'est ça la problématique. Alexandre, vous voulez réagir? Très compliqué à timer. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut continuer à rester investi sur la thématique américaine globalement. Jouer la diversification, on l'a dit tout à l'heure, mais le timing du trimestre qui décevra les marchés, c'est effectivement celui-ci qui pourra
ouvrir le pas à davantage d'expositions internationales. On l'a vu dans les portefeuilles, notamment en début d'année. Alors, comment on se diversifie? C'est la question, à la fois sur ce marché américain et en dehors du marché américain aujourd'hui, Alexandre. On est rentré quand même dans une phase où la Fed a réentamé son processus de baisse des taux. On a eu une première baisse en septembre, il y a 2 semaines. On s'attend à 2 nouvelles baisses d'ici la fin de l'année. Et on le voit, il y a eu un effet assez forte corrélation sur les marchés émergents. Les marchés émergents ont très très bien profité et on est à la fois drivé par l'Asie, la Chine, mais également l'Amérique latine qui se comporte bien. L'indice Bovespa, il est quasiment à son plus haut niveau, le marché brésilien. Et donc on le voit, il y a des liquidités qui réaffluent sur les marchés émergents et c'est une véritable logique de diversification dans les portefeuilles. Alors, il y a le risque de devise qu'il faut prendre en compte pour tout investisseur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette performance des marchés émergents, elle est valable à la fois sur le marché action, mais également sur le marché obligataire. Le marché obligataire émergent, qu'il soit en devise locale ou même en devise dure, et libellé en dollars, c'est très très bien comporté depuis le début de l'année. Ça a été une véritable source de croissance dans des solutions diversifiées. Alors Thor, vous mentionnez, cette année quasiment tout a progressé et effectivement la dette émergente avait même progressé avant même les actions émergentes qui ont pris le pas un petit peu plutôt sur le 2e, 3e trimestre en termes de performance. Donc oui, les émergents, pour nous, ça reste un facteur de soutien, un facteur d'exposition et un facteur de diversification, alors, dans toute proportion gardée, savoir mesurer son risque, qui est plus idiosyncratique, effectivement, mais ça reste un facteur de soutien. Et après, il y a des thématiques porteurs sur les infrastructures. Plus globalement, on a beaucoup parlé d'IA pendant ces 10-15 premières minutes, mais les infrastructures au sens large. On parle des ponts, des concessions, des aéroports. On est dans une logique de reconstruction. On a tout de suite un plan de défense qui avait été annoncé, une volonté européenne de renforcer la défense. Il y a la logique d'infrastructure qui gravite autour de cette notion de dépenses de défense. Donc oui, là aussi, on est sur une approche globale, à la fois américaine, européenne, marché émergent, qui profite également de ces logiques de flux de capitaux, à la fois sur les stratégies cotées, clairement, qui nous animent, mais également sur les stratégies non cotées. Les actifs privés, bien sûr. Les actifs privés qui, on le voit, la demande d'infrastructure qui est beaucoup plus diffusée, que ce soit pour les grands investisseurs institutionnels, mais également pour les investisseurs plus retail, plus particulier, dans les logiques de distribution. Et là, on le voit, l'infrastructure est très recherchée. L'histoire des émergents, comment vous la regardez, Gilles, déjà? Est-ce que vous l'accompagnez dans vos stratégies? On a été présent, oui. Et est-ce que c'est essentiellement, voire uniquement lié à ces baisses de taux de la Fed? Alors, combien, c'est toute la question, mais est-ce que c'est très mécaniquement corrélé à cette histoire-là, ou est-ce que c'est une vraie histoire qui reprend après un cycle complet où les émergents ont été très décevants et désertés par la plupart des investisseurs globaux? Comme il y a de tout dans ça. Il y a un cycle sur les devises émergentes, en particulier lié à la baisse de la Fed, puisqu'en fait le dollar aspirait tout à 5%. Le dollar haussier, tout le monde mettait aux États-Unis. D'ailleurs, tout le monde a vu avec effroi en début d'année les non-résidents américains qu'ils avaient beaucoup d'expositions et au dollar et aux États-Unis, et ils ont couvert le dollar au cours du premier semestre en catastrophe. Donc il y a un aspect lié à ces dollars. Après, il y a un aspect de retour aussi lié à la nature. Avant, on était dans le software. Maintenant, on va peut-être passer plus à l'énergie. On voit un rebond de l'énergie, des énergies renouvelables. Tu en parlais, même si les États-Unis sont vraiment contre, on voit bien partout le solaire, tout ça. Les problèmes de réseau. Donc on a les minières, or et autres, et ailleurs marchent bien. Donc ça, c'est plutôt dans les émergents que oui. Donc on a cet aspect-là des choses. Juste un point tactiquement, par contre, c'est clair que le dollar est allé un peu vite, un peu loin, et là on commence à sentir que il baisse plus depuis quelques mois là. Il baisse et même il monte légèrement. Et il remonte un peu. Et il reste 2 séances. Il n'est pas exclu que la Fed retrouve une colonne vertébrale. Deux séances. 2 séances pour la Fed. J'ai pas compris. 2 séances sur la Fed de décisions. Ah, 2 décisions. Ah oui, 2 séances pour moi c'est une journée. Oui, mais sans la Fed. D'accord, oui, deux comités de politique monétaire. D'accord. Oui, il n'est pas exclu que la Fed retrouve une colonne vertébrale. Oui. Et au vu des chiffres d'inflation, même si on est à la diète, comme tout le monde, on n'a pas de chiffre d'inflation, pas de chiffre de chômage, on ne sait pas combien de temps. Et que chacune de ces réunions ne donnera pas forcément lieu à une baisse de taux. Voilà, et pas aussi forte anticipée que le marché. Et donc, nous, on n'exclut pas qu'on a un moment... Un petit rallye sur le dollar. Un petit rallye, et puis un contre-coup, parce que l'optimisme devant le débasement... Parce qu'aujourd'hui, ce qui a mis le faux poudre, c'est la théorie du débasement. Dire Trump et la Fed vont capituler, maintenir les taux longs et courts bas, et donc acheter des actifs réels, de l'or, du bitcoin, même ça, c'est côté réel, je ne sais pas, mais... le curseur pourrait se rebalancer un petit peu dans l'autre sens. À court terme, de toute façon, il y aura un changement de gouverneur en mai. Mais il se trouve qu'il reste 2 séances de fin d'année, et la Fed, je n'ai pas complètement joué
d'ici à la fin de l'année. Et donc, nous, on est très optimistes sur les émergents devises. On aime beaucoup les devises. Là, on regarde le rand sud-africain et des choses comme ça. Mais on n'exclut pas un petit coup de bambou dans l'autre sens. Ouais, je comprends. Si jamais la Fed surprend tout le monde en disant, vous savez quoi, nos deux baisses, octobre, on verra. Et puis ensuite, il y a mi-décembre, effectivement. Oui, c'est voilà. Pour voilà, cette donc, année 2025. Voilà. Mais sur moyen terme, oui, les émergents, on a eu une décennie perdue. Il y a, voilà, et devises. Là, les devises sont aussi assez intéressantes parce qu'elles sont vraiment au fond de la. Mais c'est un cycle. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre. Oui, mais pas. Là, on a eu la première partie, on risque peut-être un petit rebond. Okay. Après, voilà. Okay. Il faudra gérer aussi la fin de la consommation américaine. Grégoire, le poids de la Fed dans la bonne dynamique du marché américain, il faut pas le minorer. C'est un poids important. Et quand je dis le poids de la Fed, c'est surtout le poids de ce que le marché anticipe que la Fed va faire jusque pour les 12 prochains mois, j'ai envie de dire. Ça, c'est toujours une bataille permanente entre la Fed et les marchés. Et c'est vrai que souvent, le curseur peut vite bouger d'un côté ou de l'autre. Mais oui, dans les bonnes performances des marchés actions américains, c'est quand même un sujet central. C'est un facteur de soutien, c'est évident. Après, les classes d'actifs qui ont beaucoup progressé aujourd'hui, enfin les secteurs n'ont pas forcément besoin d'un stimuli de la Fed. Donc, je dirais, une fois, ce qui peut soutenir les marchés, c'est quand on a une transmission de la courroie dans l'économie un peu plus réelle, donc le cycle immobilier, la consommation, qui a besoin en effet de ce stimuli de la Fed. Donc, si on n'avait pas ces baisses de taux, il pourrait y avoir en effet un phénomène, je dirais, Après, tout dépend pourquoi la Fed ne baisse pas ses taux. Finalement, est-ce qu'elle constate que l'emploi résiste bien, la consommation résiste bien, l'économie va bien, et donc et l'inflation reprend un peu du terrain, donc elle n'a pas forcément besoin d'y aller. Et à contrario, si elle baisse plus rapidement ses taux parce que l'emploi se dégrade et qu'elle voit la consommation baisser, l'interprétation ça peut amener des réactions de marché très différentes. Donc pour une même baisse de taux, donc, des baisses de taux non baisse. Ouais. On est sur une ligne de crête qui est presque quasi inespérée il y a encore quelques mois. Goldilocks. C'est-à-dire, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on peut pas considérer. En fait, les conditions sont pas si restrictives que ça pour l'économie américaine, puisqu'elle continue d'investir. Elles sont restrictives pour une partie de la population. Voilà. Qui vote Trump. Et c'est vrai qu'il y aura une pression évidemment sur la Fed dans quelques mois. Je peux pas. Après, il y a on parlait de l'évolution du dollar et c'est vrai que il y a les équilibres à la fois budgétaires et de la balance commerciale et c'est vrai que finalement il y a des rentrées fiscales et des exports d'énergie, de gaz qui peuvent faire aussi évoluer pas mal les choses. Donc les facteurs qui ont suscité beaucoup de craintes sur le dollar il y a 6 mois sont quand même un petit peu en train de s'éteindre les uns après les autres et ne serait-ce que même que l'intérêt pour les marchés américains, le fait que la croissance soit supérieure. Donc on le voit, le dollar ne baisse plus. Il a même le dollar, l'indice dollar pondéré a même repris un peu de couleur depuis. Et d'ailleurs, c'est le paradoxe avec l'or. Et c'est là où c'est la théorie de débasement chez les particuliers. On a 100 milliards de dollars d'achat de particuliers. C'est vraiment la peur que Trump mette la main sur la Fed et que derrière fin du dollar, quoi. La fin du dollar. C'est ça qui. Et il y a un décalage entre cette perception des particuliers pas fin du monde, mais de se mettre à l'abri, et la réalité à la fois de l'économie américaine et de la Fed, et voilà, qui pose problème aujourd'hui. Est-ce que l'or devient plus uniquement un actif de couverture ou un anxiolytique, comme ça a longtemps été présenté? Est-ce que ça devient un vrai thème d'investissement? Et quand je dis l'or, c'est les précieux, puisque c'est aujourd'hui l'argent qui est la vedette du jour dans le secteur des précieux. Et puis derrière les métaux précieux, est-ce que c'est aussi l'ensemble du compartiment des métaux, des matières premières qui doit être regardé avec plus d'intérêt aujourd'hui? Avant, on achetait de l'or pour bien dormir. Ouais. Voilà. C'était une manière d'avoir de l'or sur le coussin ou plutôt que d'avoir de l'argent sur le matelas. Maintenant, effectivement, l'or, c'est un actif d'exposition, de performance. C'est un actif, ça devient un actif traditionnel, alors que c'est pas un actif de rendement. Mais c'est un actif qui, effectivement, fait 50% de
depuis le début de l'année. Et donc, c'est un actif qui performe pour plein de raisons. Les banques centrales qui en achètent, la crainte sur le dollar, effectivement, l'envie, effectivement, de diversifier son portefeuille et donc d'utiliser d'autres leviers, l'or et les métaux, comme source de croissance et source de valorisation. Mais oui, effectivement. Et nous, on l'a peut-être totalement intégré. Enfin, ça fait partie de notre position. On en a dans nos portefeuilles. C'est ce qui aussi permet de réduire le risque de volatilité. Alors avant, c'est vrai que l'or, c'est quand il y avait un phénomène de risk-off que finalement ça permettait d'asseoir. Maintenant, c'est même plus le cas. Ça performe même quand tout performe. Parfois, ça peut créer des déséquilibres de diversification, de décorrélation finalement, parce que on se dit ça fonctionne plus comme avant, ou en tout cas c'est plus là où j'ai envie de placer mon argent pour échapper à un risque non prévu. Mais clairement, on est dans une logique effectivement où l'or désormais et les métaux précieux et les matières premières de manière plus large deviennent des actifs d'exposition, de performance, de croissance du capital, indépendamment d'être juste le fameux anxiolytique ou le somnifère qui permettait de bien dormir il y a une dizaine d'années. D'accord, il y a un thème alors autour des précieux, mais autour des matières premières en général là, qui se développent aujourd'hui, Gilles. Il y a deux aspects de la matière première. Il faut séparer l'énergie et le pétrole qui a une dynamique extrême et on a avancé probablement le pic non pas de production mais de consommation pétrolière 2030. Donc on va devoir gérer la baisse de la consommation pétrolière assez rapidement. Donc et les métaux. Et clairement on voit les métaux rares. Pic de consommation du pétrole parce que derrière le mouvement d'électrification est en train de devenir un peu visible, significatif et prendre la place. Le choc mondial sur l'énergie, ça a été l'électrification des mobilités urbaines en Chine. Et c'est pas parce que Xi Jinping est un grand écologiste, c'est parce que la Chine. Ça, on le voit dans les chiffres de demande et de croissance du pétrole, croissance de la demande du pétrole. 1 million à 2 millions de barils jour en moins du fait de l'électrification des mobilités asiatiques. Et c'est pas parce que Xi Jinping est un grand écologiste, c'est parce qu'il veut pas être subi à un blocus en cas de guerre avec Taïwan. Et donc, mais c'est un choc, et c'est un vrai choc, et c'est une vraie réalité, et ça a avancé probablement de 5 à 10 ans le pic de consommation pétrolière. Aujourd'hui, les deux seuls segments qui progressent sur le pétrole, c'est le plastique et le kérosène et l'aviation, parce que ça on n'a pas trouvé de voilà. Mais donc en dehors du pétrole, sur les métaux, oui, on voit un vrai phénomène. On voit les métaux rares, on voit les valeurs minières de façon générale, et c'est pour ça que les émergents, on s'intéresse au rang sud-africain, qui est une puissance minière pas excellente. On voit que ça bouge parce que effectivement les gens, toute la transition énergétique, la transition énergétique va sur le métal. Un mot juste sur l'or rajouté. Il y a et on le voit d'autant plus en France, ces phénomènes d'endettement. Et donc, face à la peur de l'endettement, et donc la peur du risque de devise, finalement, l'or sert de valeur refuge, mais plus la valeur refuge d'inflation, comme on avait pu connaître il y a une dizaine d'années, mais la valeur refuge du défaut de l'endettement. Et donc, l'or, c'est aussi cette manière de lutter contre l'endettement massif des économies. On en parle beaucoup en France. C'est le sujet, mais c'est pas que. La preuve, le shutdown américain, c'est qu'on a bien atteint des niveaux aussi de dépenses et d'endettement qui sont assez élevés. Voilà, donc oui, c'est un thème qui est en train de monter, toutes les minières et l'uranium. Avec un effet de levier par rapport au prix spot des métaux qui est assez spectaculaire. La taille du marché. C'était des tout petits marchés qui ont été endormis pendant 20 ans et sur lesquels des flux d'argent arrivent. Parce que les mines d'uranium, elles sont à plus 70-80 aussi. Oui, il n'y en a pas beaucoup, oui. Voilà, c'est des choses-là qui se marchent bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gilles Etcheverry-Garay, le président et cofondateur d'Elcano Asset Management, Alexandre Attal, le directeur de la gestion multi-active de Russell Investment France, et Grégoire Ginoux, le responsable et le gérant action américaine de Mansartis.